Donc, la planète Mars. Alors, la planète Mars, la voici prise par la mission Hope des Émirats Arabes Unis. Il y a une mission spatiale des Émirats sur laquelle je travaille d'ailleurs, qui prend plein de photos de Mars qui sont magnifiques. Mais en réalité, vous savez que la planète Mars, ça existe vraiment. Vous pouvez la voir dans le ciel et il se trouve qu'en ce moment, Mars est au plus près de la Terre. Ça arrive tous les 26 mois. Selon les orbites. Et donc, quand vous sortirez, bon, aujourd'hui, je crois qu'il fait un peu nuageux, mais si vous aviez la chance d'avoir un ciel étoilé, en ce moment, vraiment, depuis le soir jusqu'au matin, vous avez donc cette étoile, ce qui semble être une étoile rougeâtre, vraiment très lumineuse, actuellement, moins lumineuse que Jupiter, si vous voyez le ciel, mais quand même. Et elle était au plus près de la Terre. Donc voilà, bien sûr, les astronomes amateurs, même avec une petite lunette, peuvent prendre... Alors, faut que je me mette ici, hop. Voilà, peuvent prendre toutes sortes de photos, c'est assez rigolo de voir Mars. On voit pas grand-chose dans une lunette, mais on devine toujours une petite calotte polaire, on en reparlera, de neige brillante. On est en ce moment bientôt, c'est la fin de l'hiver de l'hémisphère nord, donc on devine un petit peu de la glace. En fait, c'est inversé dans les lunettes. Bref, je vais pas vous détailler. Ce que je voulais ajouter sur ce point, c'est que si, pour peu qu'il fasse beau, et que vous vous leviez tôt jeudi matin, il y a un spectacle étonnant que l'on va voir à 6h41, donc c'est jeudi 8. Mars va passer juste derrière la Lune et c'est assez amusant. On en parlera peut-être un petit peu. Vous verrez dans les médias, et il y aura des belles photos. Ça, c'est une photo qui a été prise en Amérique du Sud il y a 2 ans pour une circonstance un peu identique. Cette fois-ci, vue de Paris, disons, la Lune passe vraiment au milieu comme ça. Mars semblera passer directement au milieu de la Lune. C'est une parenthèse, mais c'est pour souligner que je vais vous parler d'un monde qui existe vraiment. Il suffit de lever les yeux et on le voit. Moi, je travaille dessus depuis vraiment des années, mais c'est une réalité, c'est pas de la science-fiction. Néanmoins, bon, pour mieux le comprendre et pour savoir ce qui s'y passe et commencer à l'explorer, on n'y a pas fait qu'utiliser des lunettes ou des télescopes, mais bien sûr, on a envoyé des missions spatiales, plein de missions spatiales. L'exploration de Mars bat son plein et a une des dernières opportunités pour envoyer des missions. On était là en juillet 2020. C'est tous les 26 mois pareil. On peut envoyer des missions vers Mars. Il y a eu 3 lancements. La mission Hope des Émirats Arabes Unis, dont je vous parlais, qui a été lancée depuis le Japon avec un lanceur japonais. Une mission chinoise, Tianwen-1, qui est très très réussie. Et puis l'énorme mission américaine Perseverance, sur laquelle beaucoup de collègues français travaillent. Et avec tout ça, en fait, si on fait un bilan, quand ces missions sont arrivées, elles n'étaient pas les premières du tout. Il y a eu de nombreuses missions sur Mars. Elles sont même pas toutes sur ce graphe, mais ce que vous pouvez voir, il y a eu quelques missions dans le passé, mais actuellement, jusqu'à il y a quelques semaines, je dirais, vous aviez 8 satellites d'observation en orbite autour de Mars, en train de l'étudier sous toutes les coutures, avec des radars, des spectromètres météorologiques, des caméras, etc. Alors 8, je dois en enlever une, Mangalyaan, la sonde indienne. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais là il y a des sondes. Il y a 2 sondes européennes, pas mal de sondes américaines, une sonde des Émirats Arabes Unis, et donc une sonde indienne qui a cessé de fonctionner. Je l'enlève. Et puis à la surface, eh bien vous avez 4 engins qui fonctionnent, 3 rovers et un atterrisseur sur lequel nous travaillons aussi. Bref, plein de missions. Alors, qu'est-ce qu'on a appris avec cela? Eh bien, tout simplement que Mars est donc une petite terre, en fait, une petite terre désertique. Alors, la voici à l'échelle. Alors, à l'échelle, c'est en taille, elle n'est pas juste à côté de la Terre, vous seriez au courant, mais elle est à peu près 2 fois plus petite que la Terre. La surface, en fait, est quasiment exactement la même que celle des continents de la Terre. Donc, il y a quand même de quoi explorer. Et bien sûr, il y a des différences, comme par exemple l'atmosphère. L'atmosphère, elle est très fine. Par mètre carré, elle est 30 fois moins massive que sur Terre. Et puis, c'est à 95% du dioxyde de carbone. Par contre, il y a un certain nombre de points communs. Par exemple, la durée du jour en bas est quasiment la même, 24 heures 40 minutes, donc c'est vraiment très proche, c'est une coïncidence, pour être honnête. Et puis l'inclinaison de l'axe de rotation par rapport au plan de l'orbite, bref, c'est ce qui régit les saisons, le fait qu'il y ait l'hiver, la nuit polaire dans les régions polaires, etc. C'est quasiment le même angle sur Mars, 25 degrés 2, que sur Terre, 23 degrés 5. Et donc on retrouve le même cycle des saisons, même si l'année est un petit peu plus longue, il y a 669 jours martiens par année martienne. Donc 365 jours sur Terre. Mais à part ça, il y a beaucoup de points communs.
Bien sûr, c'est quand même une planète relativement désertique, assez sèche, mais quand même assez active aujourd'hui. Je vous mets là juste, je ne vais pas avoir beaucoup le temps de vous donner des détails, mais une image comme ça de la surface, vous voyez l'échelle ici, 400 km, donc là, c'est quasiment la taille de l'Europe, l'image que je vous montre, et vous avez là une grande dépression avec qui soulève de la poussière, car c'est un désert, il y a du sable et des poussières. Les dépressions, comme la rotation de la planète est la même que sur Terre, et c'est ça qui contrôle les phénomènes météorologiques, on retrouve la même chose sur Mars et sur Terre. Donc, aux hautes et moyennes latitudes, à l'altitude de Paris, etc., on va trouver des dépressions et des anticyclones avec des fronts et donc des tempêtes. Si vous allez plus au sud, on va trouver des vents alizés et des vents de mousson, exactement comme sur Terre. Beaucoup de points communs de ce point de vue-là. Donc là, on voit de la poussière. On voit aussi, en blanc ici, c'est le pôle juste au nord. Vous avez toute une région polaire recouverte de glace carbonique. Alors, c'est pas de la glace d'eau, c'est de la neige carbonique, comme dans les extincteurs. Non, je vais pas vous faire de démonstration, mais qui recouvre une partie pendant l'automne, l'hiver et le printemps recouvre les régions polaires, parce qu'il fait très froid, donc l'air constitué de CO2 se condense à moins 135 degrés à peu près, donc il fait vraiment froid. Et puis, vous avez aussi de la glace d'eau, vous avez des brumes de glace d'eau, et vous avez un cycle de l'eau, en fait, c'est relativement désertique, mais suffisamment pour qu'il y ait des nuages, des brumes, etc. Alors, si on descend à la surface, ah oui, c'était juste pour vous expliciter que si on retourne dans la même région en été, quand la couche de neige de glace carbonique est partie, on voit ici, vous voyez là à nouveau l'échelle, à peu près de la taille de la France. Ici, vous avez le pôle Nord, et autour du pôle Nord, une calotte de glace, un glacier qui fait 2-3 000 mètres d'épaisseur de glace d'eau, donc à cette forme particulière. Et puis vous voyez, quand c'est chauffé au soleil en été, beaucoup de vapeur d'eau se sublime et rentre dans l'atmosphère et ça forme des nuages, etc. Ça fait beaucoup de choses très belles. Une planète très active. Donc je disais, si on descend à la surface, on descend là avec une des missions qui a fonctionné. Il y en a plein on a nombreuses maintenant de photos à la surface. On est avec la sonde Pathfinder en juillet 97. Vous avez un petit rover techno là qui fait la taille d'un four micro-ondes en gros, qui s'appelle Sojourner. Devant, vous avez des panneaux solaires et puis des airbags. C'était une sonde qui avait utilisé des airbags pour se poser à la surface. Mais surtout, vous voyez ce paysage, c'est un désert. On s'attendrait à voir des chameaux. Il y en a pas, hein, mais et puis ça ressemble beaucoup. Si vous y allez à cet endroit-là en plein après-midi, eh bien la température de la surface est à peu près de plus 20 degrés. Bon, par contre, c'est un climat très continental, même hyper continental, hyper désertique. Donc la nuit suivante, il va faire moins 80 degrés. Il fait relativement froid. On est quand même 1,5 fois plus éloigné du Soleil que la Terre. Mais ça ressemble quand même beaucoup avec ce cycle très marqué jour-nuit. Quelque chose que l'on peut dire, c'est que si vous voulez aller vous promener, on aurait envie d'aller se promener dans ce désert, il y a quand même un problème. Donc je vous ai dit, l'atmosphère est très fine, c'est du CO2 déjà, il faudrait un masque à oxygène, mais de toute façon, la pression est si faible que même en allant vraiment dans les zones les plus profondes où la pression atmosphérique est la plus élevée, elle est quand même la pression est très faible et le point d'ébullition de l'eau va être de 1, 2, 3, 4 degrés, bien en dessous des 37 degrés de notre corps. Donc, si vous allez vous promener là avec même une grosse doudoune et un masque à oxygène, votre salive va bouillir, votre sang va vouloir bouillir et vous allez avoir des problèmes. Il faut mettre un scaphandre pour aller sur Mars. On y reviendra. Alors, vous voyez ici, c'est extrêmement sec. Si là, je vous montre ici une photo prise par Viking 2, les premières sondes qui sont posées sur Mars dans les années 70. On est à 48 degrés nord, par coïncidence la même latitude que Paris, et comme à Paris, je dirais, comme dans la région parisienne, en automne, en hiver et un peu au printemps, eh bien, il y a du givre, c'est du givre de glace d'eau, c'est de la glace d'eau, et vraiment comme sur Terre. Donc il y a bien de l'eau, mais cette eau, on la voit, je vous ai dit, sous forme de glacier, sous forme de givre, sous forme de vapeur, sous forme de nuages, mais par contre, on ne voit jamais d'eau liquide, pour des raisons vraiment fondamentales liées à la basse pression dont je vous ai parlé. Il ne peut pas y avoir d'eau liquide, on n'en a jamais vu et on comprend pourquoi. Alors évidemment, c'est un peu embêtant si on s'intéresse aux Martiens, puisque évidemment, si on compare à la Terre, sur Terre, autant qu'on puisse comprendre comment fonctionne la vie, on ne comprend pas tout, mais autant qu'on puisse même imaginer une chimie aussi complexe qui pourrait donner de la vie, il faut de l'eau liquide. C'est vraiment lié à la chimie du carbone en solution dans l'eau liquide. Sans eau liquide, sur Terre, la vie s'arrête. Rien ne se reproduit, rien ne mange
de métabolisme. Et puis dès qu'il y a l'eau liquide, hop, les bactéries se reproduisent, tout va bien. Donc, il faut de l'eau liquide. Sur Mars, donc, on pourrait se dire, s'il n'y a pas d'eau liquide, en tout cas à la surface, ça veut dire qu'il n'y a pas de vie sur Mars. Et c'est probablement le cas, en tout cas à la surface. Sauf surprise énorme, on n'a rien vu bien sûr, et puis on ne s'attend pas à ce qu'il puisse y avoir une chimie comparable à celle qu'on connaît sur Terre pour les molécules organiques comme biochimiques. Par contre, et c'est ça qui rend Mars très intéressant, c'est autrefois. Vous le savez peut-être, si on regarde une carte topographique de la planète Mars, donc vous imaginez, ça c'est une carte complète de Mars, vous voyez, alors il n'y a pas de mer, hein. Vous voyez en bleu ici, vous voyez la topographie, en bleu dans l'hémisphère nord des basses plaines, et puis en rouge des hauts plateaux, plutôt dans l'hémisphère sud. Dans certains endroits, vous devinez du volcanisme. Là, vous avez des grands volcans, celui-là ici, celui-ci fait 20 000 mètres de haut, hein, c'est un gros engin, 600 km de diamètre. Vous avez des fractures tectoniques, vous avez des gros cratères d'impact, puis surtout ce que l'on voit dans toute cette zone de l'hémisphère sud, plein de cratères, un peu comme sur la Lune, alors qu'on voit pas ça sur Terre. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette surface est très ancienne. Elle s'est formée il y a plus de 3 voire 4 milliards d'années, c'est pour ça qu'il y a autant de cratères, et c'est donc le témoignage d'un passé très ancien, il y a presque 4 milliards d'années, et depuis, il n'y a pas eu beaucoup d'érosion, et puis il n'y a pas eu, comme sur Terre, de tectonique des plaques qui a effacé le passé lointain. Sur Terre, la plupart des terrains que vous rencontrez ont quelques millions d'années, dizaines de millions d'années. C'est assez difficile déjà de trouver des roches qui ont plus de 2 milliards d'années sur Terre. C'est très rare. Ici, c'est la moitié de la planète. Et si on zoome, alors avec soit sur place, soit avec les caméras en orbite, eh bien on se rend compte que quand les terrains sont suffisamment anciens, partout, on voit des traces de lits de rivière, un peu comme sur Terre. Aujourd'hui asséchés, bien sûr, mais de l'eau a coulé là. Et on a pu analyser qu'il y a des lits de rivière. On a vu parfois des deltas, on a vu des roches qui ont été altérées par l'eau liquide. Bref, tout indique, la géologie, la minéralogie, que autrefois, Mars a pu ressembler à cela, il y a typiquement 3,8 milliards d'années, une planète qui ressemblait à la Terre avec des lacs, des rivières, peut-être même des mers. Évidemment, c'est intéressant, puisqu'à la même époque, la vie est apparue sur Terre. Donc pourquoi la vie ne serait pas apparue sur Mars? Évidemment, on a envie de mener l'enquête. Alors pour l'instant, pour cela, bien sûr, on aimerait envoyer des humains. Ça va être le sujet que je vais un petit peu développer aujourd'hui. Et ça la permettrait vraiment, vous voyez, cet astronaute a l'air très content, il doit avoir un microscope dans la main, et il a l'air d'avoir découvert une bactérie martienne, c'est formidable. Mais on ne peut pas encore envoyer d'humains, je vais en parler beaucoup plus dans ma seconde partie. Et en attendant, je voulais quand même vous raconter que on envoie des robots géologues, sur lesquels mes collègues français sont très impliqués. Par exemple, vous connaissez peut-être Curiosity, qui est là depuis plus de 10 ans maintenant, qui a fait des kilomètres, qui escalade des montagnes. Et vous voyez, il est dans une zone où vous avez des roches sédimentaires. Ce sont des sédiments lacustres. Il est en grosso modo au fond d'un ancien lac, aujourd'hui asséché, et il regarde ce qui a pu se passer. Il y a énormément de travaux scientifiques qui sont faits. Voilà, le Yellowknife Bay, ça s'appelle. Et là, vraiment, on est au fond d'un cratère et on a pu démontrer qu'il y avait vraiment eu des dépôts de sédiments. Un peu plus haut, on a un torrent avec des galets, vous imaginez? Des galets avec de l'eau qui était là, mais qui a disparu, mais il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé là, et pendant des millions d'années. Voilà, d'autres sédiments lacustres, etc. Depuis, vous avez peut-être entendu parler d'un jumeau de Curiosity qui s'appelle Perseverance, qui a atterri en février 2021. Il est accompagné d'un petit hélicoptère qui s'appelle Ingenuity. Mais il ressemble à Curiosity, mais il est encore plus ambitieux, d'un certain sens, puisque l'objectif de Persévérance, c'est de prélever des échantillons, des carottes de roches, soigneusement sélectionnées, là aussi au fond d'un ancien lac. Mais cette fois-ci, on les met dans des petits tubes, bien scellés, on les met de côté, et en 2028, nous allons, avec la NASA et l'Agence spatiale européenne, lancer une mission qui va récupérer ces petits tubes, les ramener sur Terre pour regarder ce qu'il y a dedans et à nouveau continuer cette enquête sur qu'est-ce qui a pu se passer à cette époque. Est-ce que une chimie un peu prébiotique ou même la vie a pu démarrer au fond de ces lacs?
Alors, je voulais aussi vous mentionner quand même, je l'ai évoqué tout à l'heure, un rover chinois qui s'appelle Zhurong, qui a même fait un selfie, qui avait littéralement une petite GoPro qu'il a posée, il a reculé, il a fait comme ça. Tandis que lui, ces rovers-là, ils font des selfies avec leurs bras. Vous voyez pas, il a un énorme bras qu'on voit pas parce qu'il s'en sert pour sa photo. Il fait comme ça et après, on enlève le bras avec Photoshop. Tandis que là, c'est un vrai caméra qui a été posé. Et puis, je dois mentionner dans la série des rovers géologues, biologistes, un rover de l'Agence spatiale européenne. Alors, là, on est chez nous. C'est une photo qui est prise il y a peu de temps à Turin. Alors, c'est pas le modèle de vol, ce qu'on appelle le modèle de vol, c'est-à-dire le modèle qui est censé aller sur Mars. Il est dans un autre bâtiment ici à Turin. Donc, le rover qui s'appelle, donc c'est le programme ExoMars et le rover Rosalind Franklin, qui devait être lancé en septembre cette année. Et c'était un projet franco-russe, européano-russe, donc qui devait être lancé sur une fusée russe. Et vous vous imaginez que tout cela a été annulé avec la guerre en Ukraine. Donc, on cherche depuis des solutions pour pouvoir quand même lancer notre beau rover. Et depuis quelques jours, on a appris que, disons, les ministres européens sont réunis et, au milieu de plein d'autres décisions, ont décidé de maintenir un financement pour qu'on essaye de le lancer avec les Américains, qui vont nous aider, fournir un lanceur en particulier. On espère le lancer en 2028. Donc, c'est déjà un projet qui avait été beaucoup reporté. C'est vraiment un projet de très longue haleine pour moi et mes collègues qui travaillons sur ce projet. Alors, ce rover, il a quand même un intérêt. Je vous fais la pub, c'est quand même notre bébé. Il a comme particularité d'être vraiment conçu pour prélever des échantillons très profonds. Alors profonds, non, à 2 mètres de profondeur. Vous allez voir, il a un drill qui permet d'aller récupérer ces échantillons profonds, car on pense que les échantillons qui sont près de la surface sont affectés par les radiations de l'environnement spatial et sur Mars, de la chimie qui est très oxydante, je ne vais pas vous détailler, de l'atmosphère, tandis qu'en prélevant à 2 mètres de profondeur, d'après nos calculs, on aura des échantillons beaucoup mieux préservés. Et on parle là d'échantillons qui sont enterrés depuis des milliards d'années. Donc, s'ils sont bien préservés, on a plus de chances de trouver des molécules fossiles qui vont pouvoir nous raconter quelque chose sur la possibilité d'une chimie, voire d'une biologie dans ce lointain passé. Donc, voilà un bilan. Si je veux finir avec ce point sur les missions robotiques, eh bien, on peut rajouter que, en plus de notre mission Rosalind Franklin qui a été reportée en 2028, en 2024, normalement, avec le Japon et avec une contribution française, là aussi, vous avez une mission qui s'appelle MMX, japonaise, qui va un petit peu étudier Mars, mais surtout ramasser étudier Phobos, qui est une petite lune de Mars. Mars a 2 petites lunes, toutes petites, quelques kilomètres de large, Phobos et Deimos, et MMX va ramasser un échantillon et le ramener sur Terre. Et puis plus tard, je voulais évoquer tout à l'heure, il y aura cette mission de retour d'échantillons, Mars Sample Return, qui va ramener les échantillons qui auront été préparés par Persévérance. Donc, lancement en 2028, on espère récupérer les échantillons en 2032. C'est tout un projet, avec une forte implication européenne. Hop, même effet que tout à l'heure. Hop. Revenons au sujet du jour. Des humains sur Mars. Alors, c'est quand même une vraie bonne question, parce que ça a été évoqué tout à l'heure, j'avais mis ça dans mon résumé. Ça fait 50 ans au moins qu'on dit qu'on va aller sur Mars dans 20 ans. C'est vrai qu'après l'exploration de la Lune dans les années 60-70, ça paraissait naturel que quelques années plus tard, on arriverait à aller sur Mars. On avait réussi à poser des humains sur la Lune en quelques années. 20 ans pour aller sur Mars, ça paraissait raisonnable en 1970. Eh bien, voilà, nous voilà en 2022 et on dit toujours qu'on va aller sur Mars dans 20 ans. Mais les choses ont changé. Il y a lieu de se poser des questions, mais les choses ont changé. Alors, depuis 50 ans, il y a une bonne raison pour laquelle il ne s'est pas passé grand-chose. Si vous êtes tous ici comme moi, vous avez suivi peut-être cette actualité. Et depuis 50 ans, quand on vous parle d'astronautes, donc en fait, on vous parle de vol sur une capsule Soyouz, le plus souvent, ou la navette spatiale. Ça fait 50 ans quand même. La navette spatiale, bien sûr, s'est arrêtée un peu avant 2010. Depuis, il y a eu quand même un vaisseau un peu copié sur Soyouz chinois qui s'appelle Shenzhou, qui a fait 11 vols depuis 2003. Alors en ce moment, ils sont très actifs. Ils ont développé une station spatiale entière, quand même une grande réussite. Et puis jusqu'à il y a quelques mois, littéralement, on n'avait que ça.
Et puis, bien sûr, les choses sont en train de changer. D'abord, les États-Unis ont développé des nouveaux vaisseaux spatiaux, des nouvelles capsules. Vous avez tous entendu parler du Crew Dragon, qui a déjà effectué 10 vols habités. La NASA, en même temps, avait financé la société... Donc, Crew Dragon, c'est SpaceX, pour ceux qui connaissent. Le Star a financé la société Boeing parallèlement à SpaceX, sauf qu'ils n'ont jamais réussi à être prêts aussi vite que SpaceX. La société Boeing doit fournir le Starliner. On pense qu'il va faire le premier vol avec des astronautes cette année, vous en entendrez parler. Et puis, vous avez une capsule Orion, on va y revenir. Alors, un petit mot quand même sur ces deux vaisseaux spatiaux. Vous avez tous déjà entendu parler de ça. À gauche, le SpaceX, le Crew Dragon, qui a accosté plusieurs fois déjà la navette spatiale, a envoyé des touristes dans l'espace. Très confortable, 4 personnes. Vous reconnaissez Thomas Pesquet en 3e en partant de la gauche. Très heureux, qui a fait ce vol il y a plus d'un an maintenant. Et puis, bientôt, je pense dans quelques mois, vous voyez, c'est déjà un peu obsolète. Je pense qu'en 2023, vous aurez des astronautes en bleu cette fois-ci, très élégants, bien plus élégants qu'avant, qui vont partir sur le Starliner. Mais tout ça, c'est pour l'orbite basse. C'est pour la Station spatiale internationale. Plus intéressant, c'est bien sûr la capsule Orion. Ça, c'est une autre limonade. C'est une capsule qui est conçue cette fois pour aller beaucoup plus loin dans l'espace, au-delà de la Lune, et qui commence à être intéressante pour notre projet. Donc, tout ça pour raconter que, après des années à ne faire que de la navette spatiale et disons du Soyouz, on a arrêté notamment la navette spatiale. Ça a libéré beaucoup de moyens. On va bientôt arrêter la Station spatiale internationale et on investit dans un nouveau projet dont vous avez tous entendu parler, notamment le programme Artemis. Alors un mot sur la capsule Orion. La voilà, ça c'est une vieille version de 2014 pour un premier test. Je voulais juste mentionner une chose, c'est toujours impressionnant pour moi, je trouve. J'ai la chance parfois d'aller dans toutes ces salles blanches où on développe ce matériel. Quand on le voit en vrai, c'est quand même quelque chose. Et en particulier, la partie inférieure de la capsule Orion est fournie par les Européens, l'Agence spatiale européenne et la société Airbus. Donc on est ici à Brême, et tout ce qu'on appelle le module de service de la capsule. Donc la capsule, c'est là où il y a les astronautes, mais tout ce qui est en dessous pour la propulsion, l'énergie, la respiration, etc. C'est une fourniture européenne. Donc je répéterai souvent, vous m'avez déjà entendu le dire beaucoup, l'Europe est beaucoup impliquée dans ces projets, avec des moyens limités, mais quand même en première ligne avec des choses indispensables. Donc, on appelle ça le European Service Module, qui est très important. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce projet Orion? Eh bien, on va le mettre au sommet de cette fusée extraordinaire dont vous avez entendu parler, qui est partie il y a quelques semaines, pour, dans un premier temps, retourner vers la Lune. Première étape vers, plus tard, Mars. On va y revenir. Donc, vous vous souvenez peut-être donc ce lancement qui a eu lieu il y a quelques mois. Ça, c'était des images de synthèse. D'ailleurs, le lancement était de nuit. Je vais vous montrer une photo. Et puis, on va commencer le programme Artemis. Donc, on est ici. J'ai mis été 2022. Oui, j'ai pas changé mon transparent pour la mission Artemis 1 que l'on habitait. Mais on va faire donc un certain nombre de missions qui vont consister à envoyer cette capsule Orion ici, avec le module de service européen ici. Là, c'est l'étage de propulsion. On rallume les moteurs et le but, c'est d'aller dans l'espace lointain, de retourner près de la Lune et plus tard sur la Lune. Donc, ce projet consiste, après Artemis 1 qui a lieu en ce moment pour tester la capsule, on estime en mai 2024, donc c'est pas tout de suite, hein. Il y aura un deuxième vol avec le Space Launch System et la capsule Orion, la mission Artemis 2, qui consistera au survol simple de la Lune. Bienvenue. Désolé. Un survol simple de la Lune par Castro-Astromov en 2024. Et puis, enfin, plus tard, on ne sait pas encore quand, franchement, la NASA annonce officiellement en 2025, mais pour moi, ce sera dans plus longtemps, on n'est pas prêt du tout, à ramener au moins 2 astronautes sur la Lune en 2027-2028. Une femme, certainement, la NASA insiste, une femme et une personne de couleur. Ce sera peut-être une femme de couleur, mais il y en aura 2. Alors, comment ça va se passer? Ah oui, quand même, quelques images j'ai mis à jour ma présentation. Le 16 novembre dernier, vous avez peut-être suivi, au petit matin, le lancement de cette énorme fusée, donc le Space Launch System, bloc 1 pour les spécialistes. Elle va devenir de plus en plus grosse.
le bloc 1B, puis ensuite le bloc 2. Donc là, pour l'instant, la NASA, dans sa propagande, entre guillemets, dans la publicité, dit que c'est la fusée la plus puissante jamais envoyée. C'est vrai, c'est la plus puissante en termes de watts. Par contre, c'est pas la plus lourde ni la plus capable en termes de masse envoyée dans l'espace. Mais bientôt, le bloc 1B et puis la version 2, qui va être prête dans quelques années, sera vraiment la fusée la plus grosse jamais envoyée, plus puissante, enfin plus capable que la fusée légendaire d'Apollo, Saturn V. Donc, vous avez peut-être suivi, la capsule Orion, il y a quelques jours, a survolé la Lune, mais s'est même éloigné de la Lune considérablement, beaucoup plus loin que jamais aucun vaisseau Apollo n'avait fait. Il y a quelques petites photos qui ont été prises, donc vous voyez, c'est joli quand même. On voit la Lune au premier plan et derrière la Terre, si vous arrivez à voir. Je ne sais pas si vous voyez bien d'au bas, parce que c'est un vieux vidéoprojecteur. Néanmoins, bon, ça marche pas mal. Donc là, on est le 28 novembre. Et puis, si vous voulez suivre cette actualité, le 11 décembre prochain, donc c'est dans quelques jours, cette capsule va revenir. Ça va être un moment au niveau du test d'ingénierie très important, puisqu'elle va revenir à 11 km/s, à pleine vitesse depuis la Lune. Et il n'y a pas d'astronaute à bord, je vous ai dit, il y a juste des mannequins qui testent un petit peu les conditions. Et elle va se poser dans l'océan. Là, je vous ai mis une photo qui c'est pas la science-fiction, c'est juste qu'il y avait déjà eu un premier test qui avait eu lieu, je l'ai mentionné en 2014, et c'est de là d'où vient cette photo. Donc on devrait avoir une image de ce type-là dans quelques jours, au retour de la capsule Orion. Évidemment, le suspense sera beaucoup plus grand quand les humains seront à bord, donc en 2024. Alors, pour aller sur la Lune, il faut aussi se poser. Et pour se poser, la NASA, il y a quelques mois, on est là au printemps 2021, a fait un appel d'offres en demandant à différentes sociétés industrielles américaines, qu'est-ce que vous proposez pour nous amener, à partir de la capsule Orion, ou à partir d'une station spatiale, je vais vous détailler ça, des astronautes à la surface. Alors, il y a eu plusieurs compétiteurs, SpaceX, la fameuse compagnie de Elon Musk, une société qui s'appelle Dynetics, qui est une société importante industrielle, mais qui n'avait pas encore fait trop d'exploits dans le spatial humain. Et puis un consortium qu'on appelle la National Team, conduit par Blue Origin, c'est la compagnie de Jeff Bezos, Amazon, et puis avec des grosses compagnies comme Lockheed Martin derrière. Donc évidemment, Dynetics et National Team ont proposé quelque chose d'assez réaliste, avec des petits modules qui ressemblent un peu au module lunaire Apollo, un peu plus gros quand même, assez ambitieux. Et par contre, SpaceX a proposé cet engin incroyable, je vais y revenir, qui fait 50 mètres de haut, qui ressemble plus à Tintin sur la Lune, si vous voulez. Alors, la NASA, dans un premier temps, a donné beaucoup d'argent à Dynetics et National Team pour qu'ils développent leur projet. SpaceX a quasiment rien eu. Puis après, il y a eu la sélection finale. Et la sélection finale, ça a été SpaceX. Donc, c'est assez extraordinaire. C'était une révolution. Et donc, maintenant, officiellement, c'est SpaceX qui va fournir l'engin pour descendre sur la Lune. Cet engin qui fait 50 mètres de haut. Alors, c'est pas par hasard. Cet engin-là, il est bien connu pour ceux qui suivent le spatial. C'est le deuxième étage de la nouvelle fusée sur laquelle la société SpaceX se concentre. C'est un système qui s'appelle le BFR. Bon, je vais pas vous dire le surnom, mais Big Falcon Rocket. On n'utilise presque plus. Vous avez un premier étage qu'on appelle Super Heavy avec plein de moteurs Raptor pour les spécialistes. Et puis un deuxième étage avec quelques moteurs Raptor, mais surtout beaucoup de place pour mettre des gens, qu'on appelle Starship. Le concept initial, c'était de faire une fusée pour aller en orbite, donc un truc de 50 mètres de long, basé sur ce système-là. Et puis ils l'ont adapté pour la Lune, et c'est ça qu'ils ont proposé. Et la NASA s'est dit, finalement, ils financent presque tout eux-mêmes. Ils leur donnent pas beaucoup d'argent, pour être honnête. 2,5 milliards pour si vous êtes spécialiste, c'est presque rien. Elon Musk a beaucoup d'argent, il dit super, je prends, puis je vais le faire tout seul de toute façon. Et donc il développe ce projet. Alors cette fusée Super Heavy Starship, elle va quand même être très impressionnante. Vous voyez qu'elle sera encore plus haute que Saturn V, donc du programme Apollo, et même le Space Launch System dont je vous parlais tout à l'heure, et puis capable d'envoyer, pareil, à peu près la même chose que le Space Launch System, 130, 140 kilos, 140 tonnes en orbite autour de la Terre. Et donc, vous avez plein de prototypes en développement. Normalement, le premier lancement de Super Heavy Starship avec mise en orbite de Starship devrait arriver dans les semaines qui viennent. Personne ne sait quand c'est une espèce d'arlésienne, ça fait des mois qu'on attend.
Ça dépend de plein de choses. Hein, et tout d'un coup, je pense qu'un matin, vous vous lèverez et vous apprendrez que le lancement est prévu demain. Et puis, vous verrez, si vous suivez cette actualité, ce sera un lancement quand même impressionnant. Alors, le principe de ce Human System, qui est énorme, qui ressemble plus à Tintin sur la Lune, je vous ai dit, c'est vraiment un changement de méthodologie et de paradigme par rapport à ce qu'on faisait avant. L'idée est la suivante, c'est qu'on envoie, avec ce premier étage, par exemple le Human Landing System, le système d'atterrissage sur la Lune, mais avant cela, on envoie une version de ce Starship destinée à faire réservoir de carburant. Et puis ensuite, on fait 4 lancements, donc ça fait 5 lancements juste avant d'envoyer le module lunaire, vous me suivez, uniquement pour envoyer du carburant. On remplit ce qu'ils appellent le storage depot, c'est-à-dire le supertanker volant. Et ensuite, une fois que le système pour envoyer des humains sur la Lune arrive dans l'espace, les deux s'accostent et on transfère tout le carburant de l'un dans l'autre. Et ensuite, on se retrouve avec une fusée comme ça, pleine de carburant, prête à aller se poser sur la Lune. Et il paraît que ça coûte pas cher. Et donc nous voilà, dans quelques années, 2027, 2028, honnêtement, tout ça n'a pas été testé. Vous voyez qu'on est très en retard, pour être honnête. La propagande, je répète, NASA dit 2025, mais absolument personne n'y croit. En plus, les scaphandres ne sont pas prêts non plus, donc on n'est pas tout à fait prêt à y aller. Mais quand même, il faut reconnaître que c'est assez impressionnant d'imaginer ça. On dirait vraiment de la science-fiction. Et pourtant, ça va arriver. En plus, on sera près du pôle sud, donc il y aura. Il est déjà prévu qu'on aille près du pôle sud où il n'y a pas cette alternance jour-nuit très marquée sur la Lune. 14 jours en plein soleil, 14 jours dans la nuit. Hein, la Lune tourne sur elle-même en 28 jours. Près du pôle sud, ce sera mieux. Et donc, il y aura toujours un soleil rasant avec des ombres gigantesques. Ce sera vraiment très intéressant. Alors, on dirait de la science-fiction, mais il faut reconnaître aussi que si on regarde les images d'il y a 50 ans, ça ressemble aussi à la science-fiction quelque part. Voici Apollo 15. Et donc, il faudra s'habituer à nouveau à avoir des astronautes sur la Lune et donc peut-être sur Mars. Alors, un mot quand même pour vous dire que... donc, voici une image qu'on envisage de cette mission. La première mission, la toute première, Artemis 3, devrait se faire directement avec une capsule Orion qui transférera ses astronautes dans le Human Landing System pour aller se poser sur Mars. Mais par la suite, on prévoit de développer une petite station spatiale autour de la Lune qui s'appelle le Lunar Gateway, qui fera comme ça, qui sera en orbite autour de la Lune très lentement, avec une orbite d'à peu près une semaine. Et cette Lunar Gateway, elle va être importante parce qu'on va apprendre à vivre dans l'espace lointain, comme ça, enfin lointain, au niveau de la Lune. C'est important pour plein de problèmes physiologiques. Et puis aussi parce que l'Europe contribue beaucoup aussi. Voici un petit schéma. À nouveau, vous voyez Orion qui est docké, comme on dit, docking, comment on pourrait dire en français, qui est arrimé à cette petite station qu'on appelle le Lunar Gateway. Et donc, vous voyez ici, si vous arrivez à lire sur les dessins, vous avez un certain nombre de composantes qui sont fournies par les États-Unis, et puis un certain nombre de composants qui sont fournis par l'Agence spatiale européenne, le module Habit, TASI ici, et puis le Esprit, lui qui est fait en France. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais tout ça, c'est en construction. Hein. Tout ça, les contrats sont faits, les prototypes sont là, vous voyez, c'est quasiment presque prêt. Donc, ce sera lancé dans encore quelques années, le temps de tout finaliser. On va lancer d'abord les 2 modules américains, et puis après les modules européens, et puis ensuite, voilà, ce sera une station autour de la Lune, et qui sera utilisée après la première mission pour qui servira de relais entre la capsule Orion et le Human Landing System pour aller se poser sur la Lune. La raison, c'est que la capsule Orion, elle peut rester dans l'espace à peu près 3 semaines en autonomie, mais au-delà, il lui faut une station. Et si on veut rester plus de quelques jours sur la Lune, il faut une station autour de la Lune. Après, ça a plein d'autres avantages. Donc, vous voyez, hop. Je vous ai beaucoup parlé de la Lune. Je ne sais pas si vous connaissiez tout ça. C'est important parce que c'est quand même une révolution par rapport à ces 50 ans avec Soyouz et la navette spatiale. Mais je ne vous ai toujours pas parlé des humains sur Mars et il est déjà 19h50. Je vais quand même vous raconter quelques histoires à ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, le premier point, c'est que aller sur Mars, c'est quand même, par rapport à la Lune, beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup de points communs dans la technologie, mais c'est beaucoup plus difficile. On pourrait dire, par exemple, que la Lune est 1000 fois plus éloignée
de la Terre que la Station spatiale internationale, mais Mars est 1000 fois plus éloigné en moyenne que la Lune. Et donc ça implique tout plein de problèmes. Il faut des vaisseaux beaucoup plus gros, il faut faire des missions beaucoup plus longues. Je vous ai mis un petit résumé classique de la mission typique. Vous voyez plein de lancements de Human Landing System, probablement plutôt des Super Heavy et des Starship de Elon Musk. Et puis voilà, quand on se pose sur Mars, il faut y rester a priori 30 jours au minimum, mais très rapidement on fera des missions de 500 jours. C'est beaucoup plus logique parce que c'est par rapport à la géométrie des orbites. Le plus simple, c'est de rester 500 jours pour revenir sur Terre rapidement. Et il faut à peu près 6 mois pour y aller. Donc, plein de lancements, on assemble un vaisseau spatial, 6 mois de voyage, on se pose, on reste plus d'1 an, on repart. Bref, c'est un projet énorme. Et le vrai défi, en fait, quand on voit qu'il y a tous ces développements à faire, c'est le coût. Ça coûte extrêmement cher. Et donc, se pose tout de suite une question, comment justifier un coût pareil ? À quoi ça sert sur Mars? Donc avant même de... Et la question que je pose, honnêtement, elle est vraie aussi pour aller sur la Lune, voire même la Station spatiale internationale. Comment justifier l'exploration humaine? Si je vous parle d'exploration robotique, je vous ai parlé de missions tout à l'heure, le coût de ces missions n'est pas très élevé. C'est comparable à un observatoire, une expérience de physique. C'est quelques millions, ou allez, soyons honnêtes, centaines de millions d'euros. Par contre, l'exploration humaine, on parle là de centaines de milliards d'euros. C'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus coûteux. Comment expliquer ça? Alors, à l'époque, dans les années 60, pour envoyer pour le programme Apollo, il y avait une bonne raison. C'est qu'il y avait la guerre froide. Les Russes avaient commencé à montrer, avec Gagarine et Leonov, etc., qu'ils étaient super forts dans l'espace. Et peu à peu, s'instillait le sentiment que les Russes, les Soviétiques, c'était eux les vrais scientifiques, les vrais ingénieurs, et que les Américains étaient des cow-boys. C'était la guerre froide, il fallait aussi montrer qu'on avait les meilleurs missiles. Et donc finalement, Kennedy a lancé ce programme fou, Apollo, en prenant jusqu'à 4% du budget américain, budget fédéral, et quelque chose qu'on ne pourra jamais faire. C'était vraiment énormément d'argent. Donc à la place... on pense plutôt maintenant pouvoir le faire en utilisant le budget de la NASA, un budget important. Actuellement, il est presque à plus de 25 milliards de dollars par an à la NASA, nettement moins en Europe, bien sûr. Il faut comparer ça avec le budget de l'armée américaine, qui est de l'ordre de 800 milliards de dollars par an. Mais quand même, c'est pas mal d'argent. Et on pense maintenant qu'avec ce budget-là, même si c'est très cher, en s'y prenant bien, on devrait pouvoir faire ces missions. Ça n'en fait pas moins, il n'en est pas moins qu'à la fin du compte, ce sera des centaines de milliards de dollars pour faire tout ça. Comment justifier ça? Alors, un point important, c'était déjà vrai pour Apollo, c'est vrai aujourd'hui, c'est difficile de justifier ça uniquement par la recherche scientifique. Je le mentionnerai tout à l'heure, on peut faire une recherche scientifique extraordinaire en envoyant des humains sur la Lune ou sur Mars. Par contre, vu les sommes envisagées, on ne peut pas se tourner vers nos collègues physiciens et encore plus vers nos collègues cancérologues et leur dire guérir le cancer, c'est bien, mais nous, on doit comprendre comment fonctionnent les cailloux sur Mars. Et on a besoin de 300 milliards de dollars. Donc, ça ne suffit pas. Comment justifier? Pourquoi est-ce que les États-Unis, l'Europe, mettent tout cet argent pour envoyer Thomas Pesquet sur la Station spatiale internationale, plus tard sur la Lune et plus tard sur Mars? La science ne suffit pas. Alors en fait, la première raison, et finalement, après avoir présenté ce genre de débat en utilisant différentes étapes, finalement, la première raison, elle est un peu difficile à expliciter, en fait, un peu irrationnelle, voire même infantile. Ça correspond à simplement le désir d'explorer. C'est un désir un petit peu inutile. Pour les Américains, ils ont cette notion de la nouvelle frontière qu'il faut explorer. Nous, en Europe, on aime bien les aventuriers, le Vendée Globe, l'alpinisme. Et finalement, ça n'a aucun sens. C'est juste quelque chose que chacun de nous ressent. Et je trouve que ça avait été très bien illustré par le livre. Moi, j'aime beaucoup l'alpinisme, j'aime beaucoup la plongée sous-marine. Je suis très friand de ces choses-là. Donc, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, quelque part. Et finalement, il y a cette idée que, beaucoup de personnes sont d'accord pour qu'une petite partie de leurs impôts, quelques euros par an, contribuent à une caisse qui permette de développer ça et on va suivre cette aventure-là. Ça sert à rien. Lionel Terry va baptiser son livre de ce titre que je trouve formidable, Les conquérants de l'inutile, et quelque part, on continue cette histoire, conquérir l'inutile.
Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, nous, en tant qu'humains? Bien sûr, il faudrait guérir la planète. Dès que je parle comme ça à la radio, il y a toujours quelqu'un qui dit « Oui, mais c'est débile, il faut sauver la planète avant. » Évidemment, c'est la priorité. On parle là que d'une toute petite fraction du coût impliqué dans sauver la planète ou éliminer la pauvreté sur Terre. Néanmoins, beaucoup de gens partagent cela. D'ailleurs, je serais curieux ici, vous levez la main sans trop réfléchir, qui d'entre vous, finalement, avec juste cet argument-là, se dit « Bah ouais, moi je trouve ça bien qu'il y ait des astronautes et je serais heureux qu'on envoie des gens sur Mars. » Levez la main si... Ah, c'est pas tout le monde, mais c'est pas mal. Mais si vous êtes là aujourd'hui, je pense que vous n'êtes pas représentatif de la population. Bon, après, il y a quand même quelques... Alors, juste pour finir avec ça correspond à quelque chose que les contribuables vont être d'accord de suivre, et donc des politiques. Donc, beaucoup d'hommes politiques vont être heureux, finalement, de dire « Ok, ça paraît maintenant logique, c'est peu discuté, surtout aux États-Unis. » En Europe, quand même, on dépense beaucoup moins dans l'exploration humaine. On n'a pas de capsule à nous, ni de navette spatiale, ni de fusée pour mettre des astronautes. On utilise ceux des autres. Mais on met quand même pas mal de millions d'euros dans ces travaux-là. Alors, il y a quand même quelques arguments rationnels, non scientifiques, qui justifient cela, et ça a été bien démontré. Par exemple, les astronautes, l'exploration humaine de l'espace est un moyen extrêmement efficace pour susciter des vocations pour la science et les études d'ingénieurs. Et en fait, toutes les analyses montrent que pour un pays, c'est très important pour l'avenir, pour l'économie, d'avoir des jeunes qui veulent faire des maths, de la physique, de l'informatique pour soutenir l'économie à long terme. Et ça a été parfaitement bien démontré dans des études de sociologie où il y a une corrélation quasiment entre le budget de la NASA et le nombre d'étudiants américains qui vont suivre des études d'ingénieurs quelques temps plus tard, ou voire même faire des tests scientifiques. Et ça marche aussi en France. Là, vous voyez, Thomas Pesquet qui présente des choses à une classe. Il y a évidemment des aspects politiques. Il y a toute une notion de prestige national qui est difficile à chiffrer, mais qui est important. Au niveau américain, actuellement, le plus important et la raison numéro 1 justifiée sur les documents officiels du gouvernement, ce qu'on appelle le Space Council, c'est qu'il faut absolument être présent dans l'espace, humainement, pour avoir sa place dans les instances et pouvoir contrôler tout ce qui se passe au niveau de la réglementation des traités internationaux. En d'autres termes, si on laisse les Chinois aller sur la Lune et sur Mars, on ne pourra pas leur donner notre avis sur comment légiférer l'exploitation de cet espace. Donc, ils disent qu'il faut qu'on continue à en être et, si possible, les premiers. L'espace a aussi joué un rôle intéressant pour favoriser les coopérations internationales. L'exemple typique, bien sûr, c'est la Station spatiale internationale qui a été vraiment développée juste après la guerre froide en faisant travailler ensemble les États-Unis, les Russes et les Européens et les Japon. Et ça continue. Actuellement, vous avez des astronautes russes et des astronautes américains et européens qui vivent fraternellement sur la Station spatiale internationale. Et moi, je crois que ce serait formidable si on pouvait plus tard faire une mission vers la Lune, vers Mars, avec les Chinois, bref, tous ensemble. Ce serait quelque chose d'assez symbolique. Pour la Lune, c'est trop tard. J'avais oublié ça. Et puis, un autre point qui est souvent mentionné, un petit peu irrationnel, c'est que beaucoup pensent qu'il faut amorcer l'expansion des activités humaines au-delà de la Terre. Alors, des fois, c'est pour l'économie, et souvent, les gens disent c'est pour la survie. L'idée, c'est qu'il serait bon que, à terme, l'espèce humaine soit une espèce multiplanète pour que la civilisation survive en cas d'une catastrophe énorme sur la Terre. Par exemple, un impact d'une grosse astéroïde. Alors, ça paraît anecdotique, ça paraît même très lointain, il n'y a pas urgence de le faire. Néanmoins, si vous suivez ce personnage, c'est son grand argument, c'est sa grand rêve, c'est sa grande motivation. Bien sûr, il est sûrement sensible à ce désir d'exploration, mais son argument numéro 1 pour lui, c'est qu'il faut absolument que les humains deviennent une espèce multiplanète pour survivre à des catastrophes. Et puis enfin, quand même, il y a la science. Même si la science ne peut pas justifier cet investissement énorme, l'homme peut faire des choses que les robots ne peuvent pas faire du tout. En fait, tous les robots que je vous ai montrés, je vous assure, je suis bien impliqué, c'est vraiment lent. Il faut vraiment parfois des jours pour faire le tour d'un caillou, c'est vraiment désespérant. Donc, des jours pour faire le tour d'un caillou, ce qu'un astronaute pourra faire en 3 pas. Donc, ce serait quand même plus rapide. Et puis, il y a un certain nombre de recherches scientifiques intéressantes qu'on ne peut faire qu'avec des humains. Alors, j'ai pas trouvé une belle image pour l'illustrer, mais par exemple, un forage.
des forages profonds. Pourquoi? Parce qu'on pense que en profondeur, à quelques milliers de mètres sur Mars, il y a encore des nappes d'eau liquide aquifères. Il pourrait y avoir, comme sur Terre, des bactéries qui vivent là, qui ont survécu depuis l'époque où la planète était propice à la vie. Et donc, on n'a qu'une envie, c'est d'aller voir s'il y a quand même de la vie là. Or, avec des robots forés à 3000 ou 4000 mètres, je ne sais pas comment on peut faire. Avec des humains, c'est déjà peut-être plus envisageable. Alors, pour aller sur Mars, il y a tout plein de défis. J'ai encore une longue présentation, je vais essayer d'aller vite, vous raconter les meilleures histoires. Il faut, pour aller très vite, construire un grand vaisseau spatial et son super-vie. Il faut pouvoir maintenir les astronautes en bonne santé, et là, il y a des problèmes qui se posent, liés à la microgravité, les radiations, le confinement. Il faut atterrir sur Mars, il faut être capable de vivre sur Mars avec un certain nombre d'équipements et revenir de Mars. À chaque fois, ce sont des millions et des millions d'heures de travail d'ingénieurs, de scientifiques pour développer tout ça, d'où le coût. Alors, quels sont les défis? Est-ce qu'on peut les relever? Très vite, la réponse c'est oui, on peut les relever. Il n'y a pas rien d'impossible, mais c'est quand même difficile. Alors, un premier mot, il faut concevoir un vaisseau spatial qui soit spacieux, qui soit réparable. Actuellement, quand il y a un problème technique sur la Station spatiale internationale, en gros, on enlève le rack électronique, on en envoie un nouveau, puis on le remplace. On peut pas envoyer on peut pas, dans un vaisseau spatial qui ira vers Mars, on peut pas avoir toutes les pièces de rechange. Donc, il faut être capable de les refaire. On aura des imprimantes 3D, puis il faut être capable d'avoir quelque chose de réparable au niveau électronique, etc. C'est assez compliqué. Il faut recycler assez parfaitement l'oxygène et l'hydrogène. L'oxygène et l'eau, pour ne pas avoir des énormes réservoirs. C'est tout un défi. Alors, je ne vais pas vous développer. On a cette partie-là. Hop, je squeeze, c'est un peu long. C'est des travaux expérimentaux sur la station pour mettre des espaces plus ou moins gonflables, si vous voulez. Mais un mot pour la santé, parce que ça, c'est quand même vraiment le problème qu'on soulève le plus souvent et qui est très important. Les astronautes, loin de la Terre, ils le seront d'ailleurs aussi quand ils seront autour de la Lune, sur le Lunar Gateway, la station spatiale dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sera en orbite autour de la Lune, sont exposés à des radiations et des particules auxquelles ne sont pas du tout exposés les astronautes actuellement en orbite basse dans la Station spatiale internationale. Ce qui se passe, c'est que le Soleil, et dans une autre mesure le reste de la galaxie, envoie tout le temps des radiations, donc des particules extrêmement énergétiques qui arrivent à grande vitesse et qui passent à travers n'importe quoi. Alors, quand on est sur la station spatiale, on est protégé par le champ magnétique de la Terre. La plupart de ces particules sont ionisées, ont une charge électrique, elles sont déviées par le champ magnétique. Mais sur le Gateway, et surtout sur Mars, sur le trajet sur Mars, on est exposé à ça. Alors, il y en a deux sortes de ces radiations. En gros, vous avez une première source, c'est celles qui sont émises du Soleil. Alors, c'est un flux continu, mais de temps en temps, le Soleil a des éruptions solaires spectaculaires et ils envoient une salve énorme de radiation très énergétique. Ça dure quelques minutes, quelques heures, mais dans ce cas-là, il faut se protéger. Donc, il est prévu, par exemple, que les astronautes sur la capsule Orion se cachent sous plein de tas avec contenant de la nourriture, diverses choses, pour filtrer toutes ces radiations qui risqueraient autrement, littéralement, de les brûler. Là, on parle de doses de radiation qui peuvent créer la mort assez rapidement si on n'est pas protégé. Mais si on est protégé, pas de problème. Et les protections là fonctionnent pas trop mal. L'autre problème, c'est que, en moyenne, on reçoit tout le temps centres de radiation, encore une fois, qui viennent de la galaxie, le rayonnement cosmique, qui viennent du Soleil. Et quand on mesure, ça commence à faire des doses pour un voyage aller-retour vers Mars qui dépassent un peu, mais pas tant que ça, les normes de l'industrie nucléaire. Donc c'est beaucoup, mais bon, je pense que c'est pas tant un problème que ça. Le problème, c'est qu'elles sont un peu différentes de ce qu'on connaît dans les stations, dans les centrales nucléaires. Donc on n'est pas encore certain de l'effet que ça peut avoir sur le cerveau, des choses comme ça. Alors l'autre problème pour voyager comme ça dans l'espace, c'est l'impesanteur, la microgravité, le fait de ne pas avoir de poids. Ça provoque l'atrophie du système musculaire et la décalcification du squelette. Alors c'est sympa, hein, c'est très amusant, on peut faire des loopings et jouer de la guitare sans marcher. Mais évidemment, quand les astronautes reviennent sur Terre, au bout de 6 mois, c'est à peu près l'équivalent d'un voyage vers Mars, ils sont quand même vraiment crevés. Si vous vous souvenez, là c'est le retour du premier voyage de Thomas Pesquet, il avait du mal à tenir son téléphone, quoi. Et les premières minutes, il était vraiment pas bien. Alors une solution, ce serait,
comme par exemple dans le film Seul sur Mars, de créer un vaisseau spatial avec une gravité artificielle, en faisant tourner une grande roue comme ça. Bon, alors moi j'aime bien Seul sur Mars, il y a des aspects réalistes, mais ce vaisseau spatial, il est vraiment trop grand, on va jamais faire un truc pareil. Donc ce serait une solution, mais c'est un peu ambitieux. Pour l'instant, sur la Station spatiale internationale, ce que font les astronautes, c'est qu'ils font du sport. Donc il y a tout un équipement, vous voyez, avec un système pour courir, un système pour lever du poids en apesanteur, hein, qui est lourd, qui est solide, qui est vraiment important, et ils font ça plus de 2 heures par jour, au minimum. Ils s'ennuient un peu à le faire d'ailleurs, mais peu à peu, ce qu'on appelle contre-mesure a montré son efficacité, et à présent, les astronautes semblent pas trop assez capables de faire quelque chose une fois qu'ils rentrent sur Terre après 6 mois. Allez, je vous raconte cette histoire. Est-ce vraiment le cas? Est-ce qu'on a testé? Alors oui, on a testé, et en particulier, je vais vous raconter l'histoire d'un astronaute que j'ai eu la chance de rencontrer, qui s'appelle Don Pettit, qui est là-bas à gauche, qui est ici. Alors lui, il lui arrivait comme une aventure extraordinaire, probablement que personne ne connaît en fait, personne ne suit l'exploration spatiale souvent. Donc Don Pettit avec 2 astronautes, un astronaute américain, Ken Bowersox, et Nikolai Boudarine, étaient montés sur la Station spatiale internationale en novembre 2002, et ils devaient revenir avec la navette spatiale comme ils étaient montés. Le problème, c'est que la navette spatiale Columbia s'est écrasée en février 2003. Résultat, ils étaient un peu coincés là-haut. On leur a dit, il va falloir rentrer en Soyouz. Bon, ok, heureusement, Nicolas Boudarine savait piloter le Soyouz. Ils ont eu leur équipement, et puis ils sont rentrés. Alors malheureusement pour eux, je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'étaient pas assez entraînés, mais le Soyouz, c'est un nouveau modèle, n'a pas bien fonctionné. Et ils ont fait, au lieu de faire une rentrée contrôlée en prenant 3G, en rasant l'atmosphère, je ne vais pas vous détailler, ils ont fait ce qu'on appelle une rentrée balistique. Ils se sont pris 8-9G, et ils sont atterris à 500 km de là où ils devaient arriver. Quand la station, alors ça c'est une image d'une autre station Soyouz, personne n'a pris de photo, ils sont arrivés à 500 km de là où ils devaient arriver. Quand ils sont arrivés dans la steppe, toujours pareil, dans le Kazakhstan, leur capsule a roulé, les antennes se sont cassées, et ils sont restés isolés pendant 5 heures. Alors au bout d'un moment, il y a un avion qui a survolé, qui les a trouvés, mais il a fallu 5 heures pour que le premier hélicoptère arrive. Et donc Don Pettit, c'était son premier voyage, a une expérience intéressante. Pendant 5 heures, ils ont dû se débrouiller pour désactiver la capsule Soyouz, qui avait quand même du carburant et des trucs pyrotechniques et électroniques, etc. Et donc là, les premières images, quand les secours sont arrivés. Alors Don Pettit, qui est là, il explique que, ok, ça s'est bien passé, mais il était incapable de se lever. Mais il a dit, en rampant, j'ai fait plein de trucs, un petit feu, etc. Et Nicolas Boudarine, c'était son 2e vol ou 3e vol. C'était un vétéran, et il explique que lui, il était vraiment capable de faire beaucoup de choses. Alors on pousse beaucoup cette réflexion. Par exemple, un certain nombre d'astronautes sont restés plus d'1 an. Récemment, vous avez Michael Kornienko et Scott Kelly, qui sont restés presque 1 an, et puis tout récemment, un astronaute russe dont j'ai oublié le nom, et puis un Américain qui s'appelle Mark Van der Heijden, pour ceux qui connaissent, et ils sont restés 1 an, non pas 6 mois, mais 1 an. Et quand on fait cette expérience-là, on veut savoir dans quel état ils reviennent, est-ce qu'ils peuvent bosser en arrivant? Parce que le voyage vers Mars, ça pourrait être 8 mois, donc dans le doute, on vérifie. Alors, donc voilà une image pendant leur descente. Alors imaginez, ça fait 1 an qu'ils sont en apesanteur, ça secoue, ils se prennent des jets, c'est un peu violent, je ne sais pas si vous regardez bien le... Hop, petit cahier qui... Bon, ils vont finir par atterrir, le parachute s'ouvre. Et donc quand ils sont arrivés, on les est sortis de là, et tous ont dit, ils avaient déjà fait 6 mois d'abord, qu'ils étaient beaucoup plus fatigués, tout était beaucoup plus douloureux qu'après 6 mois. Mais néanmoins, on a voulu savoir qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire. Donc on avait monté une tente rapidement juste à côté de l'atterrissage de la capsule. Elle est arrivée au bon endroit pour une fois. Et on a tout de suite testé, on a demandé à Kornienko, j'ai oublié son nom, de marcher. Et il s'en sortait pas mal, quoi. Il raconte qu'il avait hyper mal aux pieds, hyper mal aux genoux, mais il pouvait faire des choses. Le temps de revenir à Moscou, quelques jours plus tard, on l'a carrément mis dans un gros scaphandre, avec un peu de soutien pour reproduire la gravité. On lui a demandé de faire des manœuvres un peu comme s'il était sur la Lune, sur Mars. Et il arrive à faire des choses. Pas très à l'aise. Il a à nouveau raconté qu'il était capable de le faire, il avait la force de le faire, mais que c'était douloureux.
Donc, bon, voilà. Il reste d'autres problèmes qui sont intéressants, et là je vais vraiment accélérer parce qu'il est déjà tard, hein, si on veut prendre quelques questions. Il y a tout un problème de psychologie et d'isolement. Je vous montre ici non pas des images de station spatiale, mais une image d'une autre station italienne, franco-italienne que l'on a au milieu de l'Antarctique qui s'appelle Concordia. Je trouve que c'est un endroit que je connais pas mal. J'ai séjourné, j'ai travaillé, et en particulier j'ai des collègues qui sont restés à 12, puisque tous les ans, il y a un hivernage. Il y a 12 personnes qui restent totalement isolées pendant 9 mois. Il fait moins 70. De mi-mars à mi-octobre, il fait entre moins 70 et moins 80. Grosse ambiance. Et personne ne peut aller secourir. S'ils ont une appendicite ou un cancer, ils vont attendre la fin de l'hiver. Aucun avion ne peut venir les chercher. Ils sont peu sélectionnés. Et donc, c'est très intéressant pour ces problèmes d'isolement, etc. Donc, depuis des années, en plus du médecin de l'agence polaire, eh bien, l'agence spatiale européenne ajoute un deuxième médecin qui fait des études psychologiques, de physiologie, de comportement de groupe. Et dans la version longue de ma présentation, que je vais vous donner aujourd'hui, je vous montre un entretien que j'ai fait pour une conférence une fois en direct avec Sting Tulun, qui était le médecin ESA, pour l'hivernage de l'année 2020. Et fin 2020, juste avant que les premiers êtres humains, après 9 mois en isolement complet avec 12 personnes, on avait fait un interview sur ce sujet-là. C'est un passionné de l'espace, il est là pour ça, il est à l'ESA, et il racontait son avis sur qu'est-ce que c'est d'aller sur Mars, de vivre à quelques personnes dans un environnement très hostile, très ennuyant aussi. Et voilà. Hop. Je vais pas vous montrer ça. Bon voilà, je vais aller très vite. Il faut plein de nourriture. Il faut pouvoir atterrir sur Mars, c'est un défi. Quand on va mettre beaucoup de matériel, il faut des équipements nouveaux. Ici, c'est un bouclier gonflable ou un système de rétrofusée très efficace. Il faut construire des habitats avec éventuellement du matériel qu'on va trouver sur place, c'est-à-dire du ciment qu'on va créer avec le sable martien. On va s'entraîner à faire ça sur la Lune avec le sable lunaire. Il faut des scaphandres, je l'ai mentionné. Et pour l'instant, des scaphandres qui soient suffisamment légers pour être utilisés avec la gravité martienne, à peu près qui correspond à 1/3 de celle de la Terre. On ne sait pas encore bien faire. Et puis, il faut une fusée pour ramener les astronautes au moins en orbite basse pour rejoindre leur vaisseau spatial qui va les ramener sur Terre. Donc, c'est tout un défi. Voilà, hop, je vais chanter ça et je vais arriver, je pense, à ma conclusion. Merci.